le Darknet. On en a tous entendu parler, mais plus rarement par ceux qui en ont fait un roman. Avec Ross, publié aux éditions Le Cherche Midi, Renaud Dupeloux raconte la trajectoire de Ross Ulbricht, un jeune homme idéaliste, un peu perdu, qui voulait changer le monde avec du code et qui a fini par créer Silk Road. Silk Road, le tout premier marché noir du web clandestin. Un site où l'on pouvait tout acheter. De la drogue, des armes, des faux papiers, et parfois bien pire. On l'a surnommé l'Amazon de la drogue. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est qu'elle est à la fois réelle et romanesque, et terriblement actuelle. Car si Silk Road a disparu, le Darknet, lui, existe toujours, avec ses nouvelles places de marché tout aussi sulfureuses. C'est justement autour d'un café, dans le brouhaha du quotidien, que j'ai rencontré Renaud Dupeloux pour parler de son roman. Et c'est le sujet de ce deuxième épisode de Une chose encore. Alors, première question. Votre personnage, il croit profondément à la liberté d'Internet. Il veut changer le monde avec du code. À vos yeux, cet idéalisme est-il encore possible aujourd'hui ? Alors justement, je dirais plutôt que non, parce que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, c'était juste une idée, ça ne vivait que dans des livres, et c'était en plus des auteurs assez niches. Mais aujourd'hui, ça s'inscrit dans le réel. Et aujourd'hui, on a déjà il y a un président argentin qui est libertarien, donc c'est quand même un truc de bas. Et puis il y a, alors je trouve que c'est totalement tiré par les cheveux, mais Trump s'est beaucoup réclamé de ce courant. En tout cas, il a récupéré les votes du Parti libertarien, il leur a fait des promesses et il a libéré Ross pour leur faire plaisir. Et donc je trouve que maintenant qu'on voit le truc à l'épreuve des faits, je dirais non, en fait ça pose problème et c'est très intéressant parce qu'on voit le passage d'un idéalisme, d'une idée à son application concrète et c'est ce que j'appellerais le principe de réalité en fait. Quand on soumet une idée au principe de réalité, les choses ne se passent pas forcément telles qu'elles étaient sur le papier et on a une réaction qui peut être différente de juste j'ai lu Hayek et j'ai trouvé ça inspirant. Vous êtes inspiré de Ross Ulbricht, Oui, bien sûr. le créateur de Silk Road. Pourquoi avoir choisi la fiction pour raconter une histoire si proche finalement de la réalité aussi ? C'est une très bonne question. Je pense que, en fait, il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur Ross. Il y a eu des documentaires, il y a eu beaucoup de presse américaine. Par exemple, le magazine Wired a fait une super enquête, reportage qui s'est étalé sur des numéros et des numéros. Et il y a eu des documents qui sont des livres qui ont été publiés aux États-Unis qui sont très fournis. Et j'ai trouvé que j'étais très frustré de ces lectures parce que moi, j'ai senti que l'histoire est quand même complètement fascinante. L'histoire en elle-même est complètement dingue et la personnalité de Ross est extrêmement étrange. Et j'ai trouvé que c'était pas du tout exploité par une approche qui est très factuelle, journalistique. Et donc j'ai voulu en faire vraiment un roman et pouvoir centrer ça sur la personnalité du personnage. Ross, c'est pas un méchant Non. dans l'absolu. On pourrait le qualifier de, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, de maladroit, Oui. sincère, Oui. convaincu. Oui, très. Alors, j'en profite, sincère. Je pense qu'il a, si vous le rencontriez de manière informelle, ça fait partie de son tempérament. Ensuite, sa défense lors de son procès, il a dit des trucs qui paraissent peu crédibles. D'ailleurs, il n'a pas été inculpé pour tout ce dont on le soupçonne. Non. Entre autres, il n'a pas été inculpé pour les tentatives de lot, Exactement. Ouais, exactement. Qui c'est quand même un truc de dingue. qui sont quand même un truc de dingue. Ouais, C'est-à-dire que là aussi, au-delà de la vente libre, vous insistez surtout sur la drogue, mais vous évoquez aussi le fait que finalement sur Silk Road, on pouvait vendre tout n'importe quoi, des armes, et finalement aussi ce service pour tuer des gens, ce qui existe encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors justement, c'était important pour vous de le rendre humain, Ross Ulbricht, dans votre roman, malgré ce qu'il met en place, hein. Oui, c'est ça qui est intéressant. J'ai eu beaucoup de retours de lecteurs dans ce sens qui disent tu as réussi à me faire aimer un personnage qu'a priori j'aurais complètement détesté à cause de ce qu'il a fait. J'ai cherché cet effet un petit peu bizarre où on a peur d'aimer, où On s'attache aux méchants. on s'attache un peu aux méchants. Ouais. Et il y a des choses chez lui qui ont fait beaucoup écho en moi. Notamment le fait que c'est quelqu'un de très intelligent, très brillant, mais qui s'est retrouvé dans une situation d'échec très grave en fait, parce que
Je pense qu'il a une petite inadaptation, peut-être un petit trait d'autisme ou quelque chose comme ça, un petit problème social qui fait que c'est quelqu'un qui est capable, mais qui a commencé par complètement rater sa vie, qui s'est retrouvé un peu dans le néant et donc qui s'est tourné vers une entreprise complètement délirante, mais aussi un peu parce que je sais pas, c'est son chemin dans la vie, quoi. Dans le roman, il défend quand même une idée radicale. Chacun devrait pouvoir acheter ou vendre ce qu'il veut, sans contrôle. Ce discours libertarien, on le retrouve aussi dans la tech réelle, en fait. Oui. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà, ce que je trouve très intéressant avec Silk Road, c'est que Ross Ulbricht, c'est quelqu'un qui avait lu. Et donc, dans le roman, j'ai repris beaucoup de ces tribunes qui existaient vraiment sur le site. Et on sent qu'il y a une vraie pensée libertarienne. C'est quelqu'un qui allait lire les philosophes et les économistes. La manière dont c'est repris dans la tech actuelle, par exemple Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen, ce genre de gens, en fait, on sent que c'est des gens, bien sûr, c'est des tronches, si je puis dire, mais c'est pas des gens qui lisent du tout. Et donc, vous prenez Elon Musk, il dit quand même tout et n'importe quoi. Et donc, pour me préparer pour ce genre d'interview que vous me proposez, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut dire que Musk est vraiment libertarien? Et j'ai essayé de retrouver le fil de sa pensée dans ses interviews, dans son fil Twitter. C'est impossible. Le mec dit littéralement tout et n'importe quoi. Et donc je trouve que ces gens de la Silicon Valley qui se récalent de ce courant, souvent je suis très très déçu du niveau. Je crois que c'est Marc Andreessen qui a publié un espèce de livre qui se veut un essai libertarien. Le truc a fait un gros bide et honnêtement, c'est assez ridicule, quoi. Voyez. Et donc, ce que j'ai bien aimé chez Ross, c'est qu'il y a une vraie. On sent que c'est quelqu'un qui a lu. Votre roman parle aussi de solitude. Ouais. Beaucoup. Plus Ross avance dans son projet, plus il s'isole. Ouais. D'après vous, peut-on vraiment inventer un monde meilleur sans personne autour de soi? C'est une très bonne question et je pense que non. Je pense que non. C'est justement un peu ce que montre le roman. Et je dirais qu'en plus, la tech, le digital a un effet un petit peu déréalisant. Et je pense qu'à notre époque, il y a un autre sujet qui est très actuel, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais. Mais le fait que déjà on soit isolé et qu'en plus, la matière de notre travail, c'est un écran. Moi, je passe ma journée devant un écran. Ross, il passait sa journée devant un écran. Et en fait, on perd vraiment le contact. Et dans mon roman, si vous vous en souvenez, il y a un chapitre sur un mec qui est accro à l'héroïne qui s'appelle Michael Douche. Absolument. Ça, je l'ai tiré du procès. C'est quelqu'un qui est venu témoigner au procès. Et il a raconté son histoire qui est comme bouleversante, qui est l'histoire d'un mec qui a un gros problème avec l'héroïne. On parle d'un truc très très grave. Et Ross, en fait, pendant le procès, il a été bouleversé par le témoignage. Et il a pris la parole, il a dit moi j'étais derrière un site web et je ne me rendais pas compte de ce que c'est que l'expérience derrière de l'utilisateur. Donc je pense que oui, il y a un vrai problème de connexion au réel. Alors vous opposez cette vision à celle de Julia, Oui. son amie qui croit une tech plus responsable, plus humaine. Oui. Est-ce que c'est un duel finalement entre deux façons de rêver le numérique? Je dirais que c'est la frontière, c'est vraiment la question de la légalité, quoi. Et Julia, c'est la tech des startups, c'est la tech qui lève des fonds. Et aussi, ça montre que Silk Road, ça a eu un succès fulgurant, mais aussi parce que c'est complètement dérégulé. Donc, je ne payais pas de taxes. En fait, il y a, on appelle ça, vous connaissez le mot, mais passer à l'échelle, scaler dans la tech. Mais quand vous avez zéro contrainte légale, vous allez scaler comme un malade, en fait. Et même si vous êtes une boîte tech comme Uber ou Airbnb, vous êtes confronté à de la légalité et donc vous avez des tas de plafonds. Et Julia, c'est cette tech qui est quand même inscrite dans le réel, qui fait quand même du business as usual, comme ferait n'importe quel business. Et donc, c'est plus dur. Et à la fin, ils ont cet échange où Julia lui dit ma start-up, elle est même pas rentable, en fait. Et on se galère juste à atteindre le point de mort. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est deux, c'est très différent. Alors, pour que son site fonctionne, Ross utilise le chiffrement, le réseau Tor, Oui. le Bitcoin. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que vous arrivez à raconter tout ça sans jamais perdre le lecteur, de s'expliquer. Justement, comment avez-vous travaillé cette part technique? Écoutez, c'est une très bonne question. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Une partie du travail, ça a été par exemple que j'ai fait relire le manuscrit à ma belle-mère, Christiane Dur, qui a aucune connaissance en tech. Et quand elle m'a dit « je comprends tout », je me suis dit « ça c'est bon ».
Et sinon, bah, moi j'adore ça et j'ai un petit biais. Je trouve que la littérature française en général, elle est un petit peu nombriliste. Elle a un peu du mal à quitter Saint-Germain-des-Prés. Et il y a bien sûr de très grands auteurs, mais moi j'adore les littératures américaines parce que les littératures américaines, elles s'intéressent à la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui. Moi, un de mes auteurs cultes, il s'appelle Michael Lewis. C'est un Américain. Et c'est lui qui a écrit The Big Short. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça fait un film avec Brad Pitt très connu. Mais il vous plonge dans l'économie, il n'a pas peur, et il vous explique comment ça marche. Quand vous refermez le livre, non seulement c'est un thriller captivant, mais j'ai tout compris à la crise de 2008, qui est un sujet hyper technique. Mais moi, c'est mon côté un peu geek, mais j'ai passé des heures, j'ai téléchargé Tor, je me suis baladé sur le dark web, j'ai lu des choses sur Satoshi, le fondateur du Bitcoin. J'ai lu des choses même juste sur Internet en général. Je me suis posé la question, en fait, c'est quoi la surveillance sur Internet? Comment l'État, il y a le programme, le prisme américain, oui, il y a le système d'écoute. Comment ça marche en fait? Moi, j'ai un côté un peu geek, quoi. J'ai lu des livres, j'ai lu des publications comme 01net, j'ai passé ou Wikipédia. Wikipédia, c'est une source d'information qui est complètement dingue. Et j'ai passé des heures incalculables là-dessus. Vous avez commandé des choses sur le Darknet pour voir si ça... Bonne question. Non, j'ai pas commandé. J'ai pas commandé. Mais je me suis pas mal baladé. Je me suis beaucoup intéressé à Tor. J'ai trouvé ça, c'est vraiment fascinant, quoi. Et alors, un autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des archives de sites prod avec des trucs genre Wayback Machine. Vous savez, vous avez trouvé des archives. Et j'avais recréé le site en local sur mon ordi. Et moi, j'ai passé des heures à me balader sur le site. Et donc, j'ai lu les forums. Et il y a beaucoup de citations de trucs de chat. Dans mon livre, ce sont des citations de Kamé qui tchatchait sur... C'était une de mes questions. C'est effectivement, quand on voit les dialogues, on a l'impression que c'est vraiment... Enfin, je me suis posé la question si c'est des dialogues réels. C'est un peu réécrit pour que ce soit bien écrit. Mais ouais, c'est totalement tiré du site pour... Et sur le dark web, vous avez fait des rencontres ou pas? C'est une bonne question. Non. Alors, vous situez l'action à New York, alors que Russ Ulbricht vient du Texas. Alors, vous changez aussi l'université, l'arrestation. Alors, pourquoi déplacer l'histoire? C'est pour la crédibilité romanesque. C'est parce que moi, j'ai vécu à New York. Et vous m'avez dit que vous aviez été sensible aux descriptions. C'est le cas de beaucoup de lecteurs qui m'ont dit l'ambiance est géniale, la ville, tout ça. Et c'était pour que ce soit bien, en fait. Si j'avais dû décrire Austin, Texas, j'aurais été moins inspiré. Donc je me suis permis de faire ces changements. Il y a aussi un lieu qui est mythique pour moi, c'est Rockaway Beach à New York. Si vous êtes à New York et que vous avez pas un rond, vous allez aller faire du surf dans cette banlieue minable. Et donc voilà, je pense que Russ Ulbricht n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais par contre, c'est un surfeur, c'est quelqu'un qui est venu surf. Donc je me suis permis des petits écarts. Ouais. Alors, le roman s'arrête à son arrestation. Oui. Vous ne dites rien du procès? Non. Ni du pardon présidentiel qui a suivi. Alors pourquoi avoir choisi de vous arrêter là? Alors le pardon présidentiel, c'est peut-être parce qu'il arrive un petit peu tard par rapport à votre écriture, je ne sais pas. Alors oui, c'était une grosse surprise pour moi. Parce que c'était le 22 janvier dernier. Ouais. Je pense que le roman, il a été écrit. Ouais. C'était une grosse surprise pour moi. Et pareil, c'était pourquoi d'avoir fini à l'arrestation. C'était de manière romanesque, ça tombait bien. J'ai trouvé que ça donnait une bonne chute, en fait. J'ai trouvé que ça donnait une bonne chute. Et j'ai pas du tout essayé de... Mon livre a aucune vocation à la vérité. Alors il est méga documenté. Je pense que vous retrouvez tous les faits dans le livre de manière vraiment rigoureuse. Mais il y a zéro prétention à la vérité. Et j'ai été guidé par le romanesque et puis par un personnage qui m'a un peu fasciné, quoi. D'accord. Et le fait que Russ Ulbricht aujourd'hui soit libre, il a remercié d'ailleurs chaleureusement Donald Trump, et en fait on sait pourquoi il a été libéré. Enfin, c'est un deal entre Trump et le Parti libertarien. Ça vous a pas donné envie d'essayer de contacter Russ Ulbricht? Écoutez, non, ça m'a même fait un peu peur en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment il réagirait. Si moi j'avais un livre avec mon prénom comme ça en gros, En tout cas, pour répondre à votre question, non, j'ai pas eu l'envie. Et en fait, j'ai tellement travaillé. Que vous avez tourné la page. Et même lui, vous savez, il a passé 15 ans en prison. Donc je pense que ça vous casse un bonhomme en deux. Et même lui, en fait, quel va être son degré de rapport avec celui qu'il a été quand il avait 25 ans, je sais pas. Il y a Spinoza qui dit que parfois, on a des telles cassures dans notre vie, des chocs, des traumatismes, des événements parfois qui peuvent nous marquer, qu'on hésite à dire que
fait, c'est la même personne à 40 ans et à 20 ans. Et je trouve que c'est très vrai, en fait. Quand on a passé 15 ans en prison, peut-être qu'aujourd'hui, il désavouerait totalement ce qu'il a fait à 25 ans, mais à 25 ans, il était dedans, quoi. Oui. Alors, ce que je disais en préambule, donc votre livre, c'est à la fois un thriller, alors un roman d'idées, entre guillemets, hein, dans le sens où vous exposez les idées de vos personnages, hein, sans prendre vous parti, un portrait d'époque. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le web que nous avons créé? On a rodé Ouais. le coche. C'est une très bonne question. C'est une question vraiment vaste. Bah, déjà, moi, c'est mon outil de travail. Donc, pour moi, en fait, un monde sans web, c'est inimaginable. Je suis dessus 12 heures par jour. Et moi, je suis dans une course aujourd'hui, j'ai 43 ans. Et je suis dans une course dans mon métier pour rester à la page. Et donc là, il y a eu la vague de l'IA et j'étais obligé de la prendre si je veux être crédible dans ce que je fais. Donc je me forme en permanence. J'ai un très très gros appétit pour tous les outils, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je pense du web en général? En fait, c'est tellement énorme et tellement vaste que, par exemple, j'ai vachement apprécié toute la démarche de Snowden, qui est un peu comme Russell Brich. C'est très contestable. Il a été traité de traître. C'est quelqu'un qui a été obligé de s'enfuir. Enfin, je veux dire, je comprends qu'on puisse trouver ça pas bien. Mais c'est un mec qui a alerté sur le fait que le gouvernement américain, à l'insu de tous, dépense des milliards pour écouter tout ce qu'on fait. Et je suis content de les savoir et d'être au courant, en fait. Et s'il n'y avait pas eu Edward Snowden, je n'aurais aucune idée de ça. Et donc, en fait, le web, c'est très dark. Il y a des poches comme ça qu'on ne connaît pas. Il y a le dark web, il y a ce truc d'écoute. L'IA, évidemment, ça fait peur parce qu'on se dit, surtout moi, dans mon job au marketing, moi, j'ai passé toute ma vie je facturais à mes clients une journée de travail pour faire un article de blog. Et aujourd'hui, je suis censé le faire en 2 heures. Et en le faisant à moitié automatiquement. Donc, ça fait peur, quoi. Est-ce que vous avez utilisé justement l'IA pour votre roman, soit pour la recherche, soit pour confronter des idées, soit pour lui soumettre vos textes et savoir ce qu'il en pensait? Est-ce que vous l'avez utilisé? Alors, vraiment pas du tout, zéro. Et c'est une très bonne question, mais en fait, moi, j'en bouffe tellement toute la journée que ça, en fait, moi, j'ai une vie professionnelle et ça, je le fais sur mes nuits et mes week-ends. Et quand je fais ça, pour moi, c'est 100% plaisir. Et le plaisir consiste aussi à fermer l'écran, à faire une petite détox digitale. Et les premiers jets, je les fais sur papier. D'accord. Et je ne sais pas si c'est la méthode la meilleure ou la plus efficace, mais en fait, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a un plaisir de lecture, c'est que moi, je prends du plaisir à l'écrire. Et mon plaisir, c'est justement de fermer mon écran et de faire le truc hyper old school. Et là, donc, vous allez en écrire un autre? Vous savez déjà sur quoi? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une éditrice que j'adore au Cherche Midi qui s'appelle Emmanuelle de la Comté. Donc, le prochain bouquin est déjà prévu, il sort dans un an. Oui. C'est sur la finance. Ouais. Ça se base, donc j'aime beaucoup baser mon livre sur des recherches. Ça se base sur, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Tout à fait. Voilà. Et toutes leurs enquêtes, elles font l'objet de rapports sur leur site web. C'est ouvert au public, c'est en libre consultation. Et j'ai écrit un gros thriller financier basé sur ces enquêtes. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Une chose encore. Autour d'un café, j'ai échangé avec Renaud Dupelou à propos de son premier roman, Ross, publié aux éditions Le Cherche Midi, un thriller haletant inspiré de l'histoire vraie de Ross Ulbricht, fondateur de Silk Road, le tout premier Amazon de la drogue sur le Darknet. Si cette histoire vous intrigue, je ne peux que vous inviter à lire Ross, parce qu'au-delà d'un récit captivant, c'est une plongée dans les zones d'ombre du web et un miroir de nos propres contradictions. Et vous, pensez-vous qu'un Internet totalement libre est encore possible ? Ou faut-il forcément des règles pour éviter le pire ? Partagez vos réponses, vos réactions, vos doutes aussi, parce que Une chose encore, ce n'est pas qu'un podcast, c'est une conversation avec vous. Merci d'avoir partagé ce café avec nous.